Bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Au programme aujourd'hui, la 21e journée de Ligue 1 en France. Nous parlerons également de la candidature de David Ginola à la présidence de la FIFA. Enfin, nous jetterons un œil sur les premiers résultats de la CAN. Alors avec nous, notre expert depuis Paris, Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis vous, Lise Barimbaum, bonjour. Vous avez tout lu. Alors évidemment, on va faire un tour de la presse. Une émission avec beaucoup de choses à dire. Pas une seconde à perdre. Allez, on est parti. Et on va regarder les résultats de cette 21e journée de Ligue 1. Fructueuse en but avec 28 réalisations. Nice s'est imposé sur le terrain de Bordeaux 2-1. Lyon continue son bonhomme de chemin et atomise les joueurs du Nord, les Lensois, 2-0. Un match qui a eu lieu à Amiens. À noter la belle victoire de Caen sur Reims, 4-1. 4 buts également pour le Paris Saint-Germain face aux joueurs d'Évian qui en ont inscrit 2. Une victoire difficile pour les joueurs de la capitale, mais une victoire quand même. 2 matchs nuls pendant cette journée. Toulouse-Bastien 1-1 et compteur vierge entre Rennes et Saint-Etienne. En guise d'épilogue de cette journée, les Marseillais ont gagné face à Guingamp 2-1. Alors l'OL qui poursuit donc sa série à l'image d'un Alexandre Lacazette, de nouveaux buteurs, mais cette fois-ci sur pénalty. 20 buts en 21 matchs, carton plein pour ce produit 100% lyonnais, Emmanuel Petit. Oui, à l'image de l'équipe, je crois que globalement, il y a à peu près 80% des joueurs issus du centre de formation. Donc, c'est pas étonnant de les voir à ce niveau-là aujourd'hui, même si c'est relativement précoce. Mais je dirais que Lacazette est en train de confirmer la très bonne saison de l'année dernière. Donc, ça annonce une fin de saison palpitante du côté de Lyon. Oui. En tout cas, celui que l'on surnomme Alexandre la Gâchette, vous devriez le savoir, a marqué autant de buts que son adversaire du jour, le RC Lens. Incroyable. Oui, on va dire que c'est un petit peu la bête noire de toutes les équipes à l'heure actuelle. Donc le RC Lens ou une autre équipe aujourd'hui, ils sont tous mangés à la même sauce. Alors Lise, on parle beaucoup justement de Lacazette, mais il y en a un autre qui devrait aussi faire parler de lui dans les semaines qui ne vont pas tarder. Oui, c'est Metro News qui revient sur le profil de Maxwell Cornet. Alors c'est un jeune attaquant franco-ivoirien de 18 ans et il vient de rejoindre l'OL pour 4 ans. Pour le moment, il est ailier à Metz. Il a aussi été un des 4 de l'équipe de France des moins de 19 ans et il a même été convoité par la Juventus de Turin et c'est un très bon coup pour Lyon puisque le club n'a déboursé que 400 000 € pour ce transfert parce que Cornet est actuellement en conflit avec son équipe actuelle. Manu, vous pensez que finalement c'est une façon d'anticiper le départ de Lacazette ? Oui, je crois que vous voyez juste, Valérie. Je rajouterais aussi que on vient de le souligner justement sur la formation lyonnaise qui est très présente dans l'équipe 1. On s'aperçoit aussi que Aulas, en fin gestionnaire, essaye d'anticiper le prochain mercato d'été. Ça va être compliqué de garder Lacazette, entre autres. Mais je crois aussi que ce jeune garçon s'inscrit parfaitement dans le plan mis en point par Aulas et son staff à l'heure actuelle. Le fait de ne pas avoir les moyens financiers de pouvoir être compétitif sur le marché des transferts, on s'oriente vers la formation. Donc c'est un très jeune joueur, apparemment extrêmement intelligent et aussi doté d'un fort potentiel au niveau sportif. Je crois que ça répond aussi aux attentes d'Hubert Fournier, qui s'inquiétait aussi. Il y a Yattara, Bendia qui est blessé, Yattara qui est parti aussi à la CAN. Donc je pense aussi que ça s'inscrit dans cette logique-là. Donc il va coller parfaitement au projet sportif. Alors on va parler maintenant du Paris Saint-Germain qui de son côté s'est imposé sans briller face à Évian, 4-2 au Parc des Princes. L'équipe de Laurent Blanc pointe à 4 points du leader Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu ? Quel signe faut-il voir ? En fait, j'écoute les déclarations, que ce soit de l'entraîneur Laurent Blanc, mais aussi des joueurs. Encore après le match de ce week-end, Laurent Blanc qui dit qu'il y a eu de mieux dans le jeu, même si c'est loin d'être satisfaisant. De la même manière, Thiago Silva a fait les mêmes déclarations en disant qu'il n'avait pas du tout le même niveau que l'année dernière. Malgré tout, ils sont toujours engagés sur toutes les compétitions, donc il n'y a pas le feu au lac, on va dire. Je dirais simplement, c'est que c'est vraiment un problème physique qui est lié au mental également. Donc c'est très difficile de se faire violence sur le terrain lorsque vous n'êtes pas mis dans les meilleures dispositions mentales. Ce n'est pas une excuse parce que quand on voit l'addition des joueurs au Paris Saint-Germain, on pourrait penser justement, on serait même amené à penser que le fait d'arriver sur le terrain soit suffisant pour battre les adversaires. Il n'en est rien. Donc il faut qu'ils se fassent violence à chaque match et qu'ils prouvent qu'ils font partie des meilleurs à leur poste. Donc c'est très compliqué cette saison, mais rien n'est perdu. En revanche, Valérie, si vous me permettez, il y a un match très intéressant à venir ce week-end puisque le PSG se déplace une nouvelle fois à Saint-Etienne. Oui, ça va être une autre donne qu'Évian, absolument.
Exactement, en sachant que dans la foulée, Lyon va jouer à la fois Monaco et la journée d'après contre le PSG. Donc si jamais il y a un faux pas du PSG contre Saint-Etienne et que Lyon profite dans la même intervalle, il pourrait creuser l'écart, donc arriver vraiment dans un fauteuil confortable pour cette rencontre à la fois contre Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc ça pourrait s'avérer être un tournant décisif pour le championnat. Quoi qu'en Coupe de la Ligue, ils se sont imposés contre Saint-Etienne, donc de bon augure quand même avant le match. C'est possible. Oui. Allez, Marseille, de son côté. Oui. Alors, on va passer à Marseille, qui de son côté a souffert pour s'offrir un 10e succès consécutif au Vélodrome face à Guingamp, de buts à 1. L'OM que l'on a senti de plus en plus fébrile au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient pendant le match, Manu. Et ils ont gagné dans la douleur, dans les dernières minutes de jeu. Ça a été compliqué parce que Guingamp, qui n'est plus une surprise dans ce championnat, on a vu qu'ils ont franchi un palier ces 6 derniers mois. On s'aperçoit que Marseille a de plus en plus de mal à gagner ses matchs et à reproduire les efforts qui faisaient justement merveille dans la première partie de saison. Alors c'est vrai qu'il y a eu des absents qui sont partis à la CAN, mais il n'empêche, avec un effectif réduit, ça risque d'être compliqué. Malgré tout, cette équipe elle a quand même du cœur parce que jusqu'au bout, elle y croit en ses chances, elle croit en la victoire. Et c'est cette force d'abnégation qui leur permettra peut-être d'entrevoir de très beaux objectifs en fin de saison. Mais ça va être compliqué quand même, Valérie. Bon, allez, on va terminer tout de suite cette page Ligue 1 et on va faire un point culture foot avec vous, Lise Barenbaum, parce qu'on le sait, le football est truffé d'expressions étranges. Donc quand on est profane, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vous allez nous dire pourquoi on appelle le dernier de Ligue 1 la lanterne rouge. Vous savez, Manu? Moi, non. Alors la lanterne rouge, en fait, donc on le sait, c'est une expression qui désigne le dernier d'une compétition sportive. En fait, ça vient du cyclisme, ça a beaucoup été utilisé lors du Tour de France. Et ce qui est amusant, c'est qu'à une époque, en fait, la dernière place du Tour de France était très convoitée puisque le grand perdant se voyait honoré pour sa ténacité. La tradition voulait même que lors de la dernière étape, il fasse un tour d'honneur avec une lanterne rouge à la main et un tour d'honneur jusqu'à l'arrivée donc à Paris. Donc il y avait une vraie compétition interne au Tour de France, une véritable course pour arriver à la dernière place finalement. Alors Manu, finalement, en conclusion de l'histoire, vous pensez que les clubs de Ligue 1 vont finalement se battre pour arriver à la dernière place du classement du championnat? Là, vous m'apprenez une chose. Je ne savais pas qu'on devait se battre pour finir dernier. Mais bon, maintenant, je pensais qu'il fallait se battre pour finir premier, mais pas dernier. Mais maintenant, si on trouve vraiment des qualités à être dernier, bah écoutez, c'est peut-être dans l'air du temps. Oui. Allez, avant de passer au football africain, on va quand même regarder le classement de cette Ligue 1. Lyon qui reste une semaine de plus au sommet du classement. Les Gaunes devancent Marseille d'un point. Paris profite du match nul de Saint-Etienne pour reprendre la 3e place. Les Stéphanois reculent à la 4e place. Monaco est à l'affût en 5e position. Allez, on va passer tout de suite à la CAN. Et ça y est, la CAN a enfin commencé. Regardez les résultats. Le pays hôte, la Guinée équatoriale, a failli créer la surprise face au Congo, mais s'est fait rattraper en fin de rencontre. Match nul, 1 but partout. Toujours dans le groupe A, le Burkina Faso finaliste pendant l'édition 2013 a perdu 2 buts à 0 contre le Gabon. La Zambie fait match nul, 1 partout contre la République démocratique du Congo. Même score entre la Tunisie et le Cap-Vert. Enfin, ce soir, c'est au tour du groupe C. Vous savez, ce fameux groupe de la mort. Ghana, Sénégal, alors que l'Algérie défie l'Afrique du Sud. Mardi, 2 autres prétendants en titre font leur entrée. La Côte d'Ivoire, Guinée, alors que le Cameroun joue contre le Mali. Alors Manu Petit, on ne va pas tirer des conclusions maintenant parce que c'est le début de la compétition, mais clairement, il y a 2 favoris pour cette CAN. C'est d'un côté la Côte d'Ivoire et de l'autre côté l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Algérie, quand on voit le mondial qu'ils ont fait au Brésil, ils ont quand même été très impressionnants. Ils ont même failli créer la surprise. Rappelez-vous ce match héroïque qu'ils avaient fait contre l'Allemagne. Ils étaient à 2 doigts de passer. Je pense même que c'était probablement la meilleure équipe sur le terrain. Donc c'est une équipe qui, à l'heure actuelle, est en train de monter en puissance. Il y a eu un changement d'entraîneur à Khalilodzik. Maintenant, c'est Gourcuff, qui est un fin tacticien. Est-ce que les joueurs vont pouvoir rebondir et s'inscrire dans la lignée de ce qu'ils ont fait au mondial? Surprise, parce qu'on sait qu'à chaque fois, ils ont du mal à confirmer à chaque fois les bonnes intentions qu'ils démontrent. Donc j'espère pour eux en tout cas, parce que le football algérien a le droit aussi de prétendre à gagner une CAN. De la même manière, la Côte d'Ivoire, qui est portée par le meilleur joueur africain depuis quelques années, Yaya Touré, qui manque cruellement d'ailleurs. Qui manque cruellement d'ailleurs à City, on l'a vu encore hier lors de la défaite contre Arsenal. Il y a Gervinho aussi qui flambe avec l'AS Roma, donc je dirais qu'ils ont une force de frappe qui est très impressionnante.
malgré tout, la Côte d'Ivoire, à l'image un petit peu du Cameroun, de ces grandes nations du football africain, mais ils ont du mal à confirmer à chaque fois tous les espoirs qu'on porte en eux. Donc ils font partie des prétendants. Maintenant, sur le terrain, c'est une autre histoire. Oui, une Coupe d'Afrique des Nations qui, effectivement, fait vibrer tout ce continent africain. D'ailleurs, Lise Barenbaum, ça vient de commencer cette CAN, mais on peut dire que les petits Français sont bien représentés. Oui, d'après Le Monde, sur les 368 joueurs qui ont été retenus, près de 80% évoluent en dehors de leur pays de sélection. Et c'est l'Europe qui est de loin le premier continent employeur, puisque les 2/3 des compétiteurs jouent sur le vieux continent. Et en Europe, eh bien, c'est la France qui arrive largement en tête, avec 75 joueurs, soit un sélectionné sur 5. Manu, vous pensez que les clubs français vont payer le prix fort, finalement, le prix de la participation de ces joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations ? Bon, on le voit déjà, il y a certains clubs qui en souffrent énormément dans le championnat de Ligue 1, notamment Bordeaux. Je vois les déclarations de Sagnol, l'entraîneur de Bordeaux, ces 2 ou 3 dernières semaines, qui demande cruellement du renfort à son président Jean-Louis Triot. Donc c'est compliqué. La majorité, mais de toute façon on le sait, on le sait que tous les 2 ans il y a une CAN qui arrive en plein mois de janvier, et on sait que ça arrive en plein milieu des championnats européens. Donc c'est très compliqué à gérer. Mais bon, ce n'est pas une surprise. Malgré tout, ça reste vraiment, pour moi, contre-productif d'un point de vue sportif pour les équipes qui sont détentrices. Qui ne sont exactement. Absolument pas isolées. Allez, on va passer tout de suite au dossier du jour. Pendant longtemps, le seul candidat déclaré pour succéder à Sepp Blatter a été le Français Jérôme Champagne. Chaque semaine, des nouveaux candidats émergent. Nous avons parlé du prince jordanien Ali bin Al-Hussein. Cette semaine, une autre candidature est surprenante, celle-là, celle de David Ginola. Évidemment, personne n'est indifférent à cette annonce dans le monde du sport. C'est une farce pour certains, un bon coup de pied dans la fourmilière pour d'autres. L'histoire en images, c'est maintenant, et c'est avec Michael Friedman. Les élections de la FIFA approchent. Elles auront lieu en mai prochain et les candidats se déclarent les uns après les autres pour tenter de renverser l'homme le plus puissant du football mondial, Sepp Blatter. Jusqu'il y a peu, Jérôme Champagne, un cadre de la Fédération internationale, était le seul adversaire de Blatter. Mais depuis quelques jours, de nouveaux candidats se sont déclarés. Le prince jordanien Ali bin Al-Hussein, vice-président de la FIFA, et l'ancien international français, David Ginola, qui a créé à l'occasion la Team Ginola. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'amour. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de passion. Je suis ici pour partager des émotions très fortes. C'est ce que le football veut dire pour moi, pour vous et pour des milliards de supporters tout autour du monde. La FIFA est sous le feu des projecteurs depuis maintenant de nombreuses années pour des affaires de corruption, des problèmes de transparence que les fans de ballon rond déplorent. Ginola tente de faire vibrer la corde sensible et promet une FIFA libérée de tous ces maux. Je veux que la FIFA soit vue comme un exemple à travers le monde et que les gens disent « Waouh, regarde ce que fait la FIFA, regarde son président, il fait des choses positives pour le peuple. » Et comme je l'ai déjà dit, le football appartient au peuple. Un discours populiste qui, derrière les apparences, cache une nouvelle affaire de gros sous. L'homme n'est pas connu pour avoir l'expérience des arcanes du pouvoir. Pire encore, il aurait été payé 250 000 livres sterling par la société de Paris, Paddy Power, pour se présenter. Une situation que ne manque pas de dénoncer Jérôme Champagne, son concurrent. Jamais dans l'histoire de ces élections à la présidence de la FIFA, il n'y avait eu soit trop de candidats, soit des candidatures farfelues. Des personnes sans programme se déclarent intéressées et des aventuriers se lancent, soutenus par des sociétés de paris sportifs. Le sérieux de la candidature de Ginola se vérifiera dans le temps. Après la déclaration d'intention, il doit maintenant réunir le soutien de plusieurs fédérations à travers le monde pour valider son projet. Alors, Manu Petit, cette candidature de Ginola, c'est une opération marketing, c'est une farce ou bien finalement vous trouvez ça légitime ? Je pense que c'est une opération de marketing, de communication, une fois de plus. Rappelez-vous, Paddy Power avait déjà fait parler d'eux lors du dernier Euro 2012, lorsqu'ils avaient payé l'amende de Niklas Blentler, l'attaquant danois, lorsqu'il avait montré son caleçon après un but. Oui. C'était déjà Paddy Power. Donc, c'est bizarre, Valérie, parce que franchement, moi, je me réjouissais. Quand j'ai entendu l'annonce il y a quelques jours, je me suis dit, enfin un joueur qui se déclare.
Et j'étais partagé entre scepticisme et on va dire le sourire. Et puis après, lorsque on a un petit peu gratté, qu'on a vu un peu les choses, je me suis rendu compte que quelque part, il va décrédibiliser un petit peu sa candidature. Parce qu'il n'a pas une formation dans les instances, parce qu'il faut le savoir quand même, Valérie, parce que toutes les personnes qui se portent candidats doivent répondre à certains critères d'éligibilité, oui. Notamment avoir prouvé lors des 5 dernières années leur formation ou leur impact dans les instances du football. Chose, je ne sais pas s'il répond à ce critère-là, mais il faut également que le candidat Ginola ait le soutien de 5 fédérations officiellement par écrit. Oui. Et je ne sais pas s'il les a aujourd'hui. D'ailleurs, Jérôme Champagne a fait des déclarations aussi aujourd'hui même. Absolument. En disant qu'il peinait pour avoir ces 5 lettres, justement, ces 5 soutiens de fédération, parce que beaucoup de fédérations ont peur justement des représailles au sein de la FIFA. Donc je dirais, globalement, je m'en étais réjoui. Aujourd'hui, je suis un petit peu déçu, parce que derrière, c'est une histoire d'argent. Donc, en tout cas, c'est pas trop tard. Vous avez encore le temps de vous présenter peut-être, hein, Manu Petit. On a encore quelques mois devant nous. Un joueur, enfin, président de la FIFA. Why not? Oui, mais il faut savoir nager avec les requins. Allez, malheureusement, cette émission s'achève. On se retrouve demain pour d'autres aventures ensemble. Merci Manu, merci Lise. Demain au programme, le foot anglais et le foot espagnol. Un rendez-vous, surtout à ne rater sous aucun prétexte, à noter déjà sur vos tablettes. En attendant, ne zappez pas, l'info c'est maintenant. Et évidemment, c'est, vous le savez, sur i24 News.